Bienvenue et merci pour la fidélité renouvelée. Lettre ouverte, message d'indignation, de protestation, décision de juridiction régionale appelant à susseoir à l'application d'une série de décisions querellées mais comptant pour la présidentielle d'avril prochain. Le régime Talon, dit-on, serait jusque-là resté de marbre. Sauf revirement spectaculaire, la posture ne devrait pas changer avant la date fatidique du 11 avril, jour du scrutin, s'offusque nombre d'acteurs politiques de l'opposition pour qui les dés sont pipés. Ceux de la mouvance font toute autre lecture, soutiennent le contraire donc alléguant du caractère sain et ultra inclusif de la compétition en vue. Un jeu de ping-pong qui laisse plus qu'embarrasser les électeurs. Présidentiel d'avril 2021, un scrutin réellement ouvert aux viciés. Il s'agit là, mesdames et messieurs, du terme en débat et qui, mieux que les politiques, pour nous aider à comprendre ce qui se joue autour du scrutin qui s'annonce des plus palpitants déjà sur ce plateau de politique. À ma droite, Richard Alassane, député UP Union Progressiste, il est élu de la 11e circonscription électorale. L'homme a accepté de nous apporter son grain de sel sur le débat qui accourt. Richard Alassane, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci bien, c'est bon. En face de vous, comme je l'annonçais, un autre politique, Salomon Tchabi, c'est son nom. Il est le vice-président du groupe national de contact de la plateforme de l'opposition s'engager pour le Bénin. Salomon Tchabi, bonjour à vous. Joël, bonjour. Merci pour la discussion. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous le savez, depuis quelques heures, 24 heures, une autre phase importante pour le scrutin d'avril prochain, le dépôt de dossiers de candidature du 1er au 4. Ceux qui voudraient bien compétir devront aller faire un tour à la Sénat. Ils ont commencé déjà, vous l'avez constaté. Avant d'aller dans le fond du sujet, je me retourne vers Richard. Alors, comment ça se passe, ce balai de présidentiable aux portes de l'UP, pour ne pas dire singulièrement, à vos côtés, vous en recevez combien déjà? Eh bien, merci de me donner donc l'opportunité d'en parler. J'en ai reçu plusieurs appels déjà. Plusieurs? Tout à fait. Mais dans tous les cas, j'ai encore mon formulaire avec moi. Et je ne le cache pas, je me suis refusé donc de parrainer le président de la République. Je l'assume, c'est mon choix. Et j'attends de parrainer donc un des partis de l'opposition. Non mais dites-nous franchement, vous êtes refusé, vous, de parrainer le chef d'État, pour quelle raison? Au nom de la compétition, au nom donc de la démocratie et au nom donc des élections inclusives. Sérieusement? Sérieux. Et ceux qui disent qu'aucun des députés et maires n'a à sa disposition le fameux papier, vous leur répondez quoi? Eh bien, c'est permis, ce sont les opinions. Mais nous sommes les parrains, nous sommes les seuls à détenir la vérité des faits. C'est des opinions politiques. Mais moi, je dis que je me refuse de parrainer le président de la République et qu'au nom de la compétition, au nom donc de la démocratie, au nom des élections festives, je me propose ou je me suis décidé de parrainer un autre candidat autre que le président de la République. Du fait donc, je vous le dis, du contexte politique actuel dans lequel nous sommes. Quel est-il, ce contexte-là? Eh bien, nous allons évoluer. Je ferai le développement tout à l'heure. Et on veut bien savoir un petit mot sur ce contexte le contexte politique aujourd'hui est que la majorité donc des partis politiques qui détiennent ce précieux sésame, donc les formules du parrainage, sont détenus donc par les deux grands blocs de la mouvance et une autre partie donc détenue par les FCBE. Du coup, tout calcul fait, si nous ne parrainons pas d'autres candidats, aussi bien de l'opposition que d'autres, seul le président de la République serait habilité donc à aller aux élections aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que
nous sommes contraints donc de parrainer donc d'autres candidats autres que le président de la République pour que nous ayons des élections inclusives. Sans trop chercher loin, dites, c'est quel parti déjà que vous comptez bien parrainer? Ah ben, j'attends précisément bien les démocrates. Ah bon? Tout à fait. Pas la FCBE? La FCBE, je ne sais pas, j'aurais... Votre cœur bat pour les démocrates, oui, c'est ça? tout à fait. C'est mon choix, je l'assume en toute responsabilité. Est-ce qu'on pourra voir Richard Alossouroum derrière les démocrates pour battre campagne éventuellement? Eh bien non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand on parle du parrainage, oui, ça ne voudra pas dire que parrainer quelqu'un forcément en politique, c'est de le soutenir. C'est ça. Non. Je parraine quelqu'un pour son mariage, je suis avec lui, c'est mon filleul, je le suis. Mais sur le plan politique, parrainer quelqu'un ne veut pas dire forcément aller faire campagne de bout en bout avec lui. Ça, je dis non. En dehors du formulaire, vous ne pensez pas... Le formulaire, oui, c'est de lui permettre donc d'aller à la compétition. Ça s'arrête là. Ça ne s'explique pas autrement. Pas autrement. Pas autrement. Et mieux, le contexte politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui n'est pas seulement dû ou dont les responsabilités ne sont pas, s'il y en a, bien sûr, ne sont pas à imputer à la mouvance, parce que les responsabilités dans ce cas sont partagées. On reviendra sur les questions de responsabilité, mais rapidement, avant d'aller vers votre vis-à-vis, j'aimerais vous demander, dans cette posture-là, où vous le parrainez, mais vous ne l'accompagnez pas sur le terrain, est-ce que ce ne serait pas une façon de l'amener à l'abattoir? Non, puisque ce sont nos vis-à-vis. Ils ont le peuple avec eux, n'est-ce pas? Eh bien, la seule chose dont ils ont besoin aujourd'hui pour aller donc à ces élections, c'est le parrainage. Merci Richard Alossouroum pour une fois encore la disponibilité. Oui, ils en sont à quelques jours du scrutin, pour le dire ainsi, parce que ça va très vite, la machine est mise en branle. Ils sont nombreux, les acteurs de l'opposition, à ne pas du tout croire à une compétition. Au nombre de ceux, il y a ce groupe dont vous avez beaucoup entendu parler. Ce plateau, il s'est déjà présenté à vous. Salomon Tchabi, oui, Salomon Tchabi. Il y a une phase importante qui a démarré depuis 24 heures. Vous continuez à chanter, pas plus tard qu'hier, on vous a aussi entendu qu'il s'agit du saupoudrage, ce qui se joue. Pourquoi cette posture? Merci, monsieur le journaliste. Je commence par saluer vos téléspectateurs et vos auditeurs. Je salue également mon contradicteur de la journée, mon cher frère et ami, le député. Dieu merci, tout le monde l'a entendu. Il est inutile que je revienne sur ces déclarations et sur la manière... l'interprétation qui se fait à son niveau et très probablement donc au niveau de son groupe politique de la notion du parrainage qui naturellement, vu par la majorité de nos compatriotes, devrait s'étonner, s'offusquer un peu de cette lecture qui se fait de la notion du parrainage et que très rapidement on dissocie de la notion fondamentale du parrainage en disant que, bon, politiquement, le parrainage signifie quelque chose qui est différent de la notion qui est connue et qui s'applique dans tous les autres secteurs de ce que c'est que le parrainage. Mais par rapport à la question que vous avez posée, moi, j'ai circulé, ces 10 derniers jours, je crois que j'ai parcouru au moins une dizaine de communes de notre pays et nulle part je n'ai rencontré les populations de notre pays enthousiastes à l'idée que s'approche donc une quelconque élection dans le contexte et dans l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il n'y a aucun enthousiasme nulle part où je suis passé. Au contraire, tous nos compatriotes s'interrogent sur la nature et la qualité de la gouvernance dans notre pays aujourd'hui. Nos citoyens s'interrogent et se posent 1000 questions sur leur avenir, sur leur situation économique, leur situation sociale, les difficultés quotidiennes qu'ils traversent et qui ne cessent de s'aggraver de jour en jour. Ils se préoccupent de la situation politique de notre pays, des orientations qui sont en train d'être prises et nourrissent l'espoir que le numéro 1 de notre pays, le chef de l'État, saura prendre ses responsabilités en temps opportun afin que notre pays, comme déjà par le passé il a réussi à le faire,
amorce un virage intéressant, un virage historique qui nous conduira vers des lendemains meilleurs. Alors, Salomon Tchouabi, ces inquiétudes des compatriotes qui amènent les acteurs de l'opposition que vous représentez en partie ici à dire que le scrutin ne sera pas ouvert. Où se trouve le lien entre ces inquiétudes et le scrutin que vous qualifiez de déjà fermé? Les inquiétudes de nos compatriotes sont nourries justement par l'environnement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Évidemment, vous êtes journaliste et dans votre position, vous n'avez pas de raison d'exprimer ce que vous voyez. Vous préférez l'entendre de ma bouche, mais vous savez très bien que nous sommes dans un environnement sciemment manipulé, instrumentalisé, façonné pour que seuls ceux qui intéressent le pouvoir en place puissent aller en compétition avec lui. D'ailleurs, mon contradicteur qui n'est pas quelqu'un à indiquer encore au sein de la mouvance actuelle, c'est un député de l'Union progressiste. Il vient de le dire. C'est eux qui choisiront les adversaires qui les intéresseront pour pouvoir affronter leurs candidats. Ils sont allés jusqu'à même dire et dicter la nature des candidats qu'il leur est possible de soutenir, même si ce qu'ils disent, n'est pas en conformité avec la loi constitutionnelle qu'eux-mêmes ont élaborée. Ils sont allés jusqu'à dire que eux, ils ne soutiendront que des candidats qui sont issus de partis politiques. Mais curieusement, leur parti lui-même déclare soutenir un candidat qui n'est issu d'aucun parti politique. Le chef de l'État actuel n'est membre d'aucun parti politique. L'UP déclare « je soutiens ce candidat », mais dit à ses militants, ses députés, ses maires, vous ne pouvez parrainer que des gens qui sont issus de partis politiques, sauf celui que nous soutenons. Où est la logique? Et lorsque c'est eux qui doivent choisir celui qui va les affronter, mais où est la logique qui permet de voir que cette compétition est ouverte? Comment est-ce que la compétition est ouverte lorsque une grande frange des compétiteurs sont hors du territoire national, qu'il y a une autre frange qui est dans les géoles de notre pays? Mais alors, vous voulez que moi je vienne vous dire ici que la compétition sera ouverte? La réponse, vous la connaissez. Cette compétition sera probablement tout sauf ouverte. Et la récente déclaration du chef de l'État dans ce sens rassurant le grand nombre. Je ne l'ai pas entendu dire qu'il permettrait à nos compatriotes expatriés pour diverses raisons de revenir au pays. Je ne l'ai pas entendu dire. Je ne l'ai pas entendu dire qu'il laisserait nos compatriotes qui sont dans les géoles pour des raisons fantaisistes revenir pour pouvoir participer aux compétitions. Je n'ai pas entendu le chef de l'État dire quelque part que des compatriotes que le peuple béninois aurait bien aimé choisir pour le remplacer éventuellement, mais qu'il ferait en sorte que, même sans parrainage, ils puissent aller aux élections. Alors, une élection démocratique, en quoi consiste-t-elle? Nous voulons que soit choisi pour désigner le pays celui pour qui la majorité de nos concitoyens acceptent de confier leur destinée. Toute tentative de mettre des bâtons, tout ce qui est mis en place pour qu'il n'en soit pas ainsi contrevient à cette logique et par conséquent confine le débat et restreint, empêche les citoyens de pouvoir s'exprimer et ne laisse donc pas le jeu ouvert. S'ils sont convaincus qu'ils sont populaires, si le chef de l'État actuel et sa mouvance sont certains que c'est à eux que les Béninois voudraient confier le pays, c'est très simple. Qu'ils enlèvent tous les verrous qu'ils ont mis en place et qu'ils laissent le jeu libre se faire, qu'ils enlèvent et qu'on retourne aux conditions qui leur ont permis d'arriver au pouvoir, qu'ils laissent toutes les barrières qu'ils ont placées et qu'on aille aux compétitions et on verra bien s'ils pourront réellement tenir devant leurs adversaires. C'est un défi que vous lancez depuis ce plateau. Richard Losso, on va vous répondre, mais avant, il a évoqué un élément, il dit, qui pour lui paraît confus. Vous allez essayer de déclarer ça à l'antenne, peut-être ceux qui pensent comme lui. Il dit la compétition sera ouverte et lui n'y croit pas. Entre autres éléments, que voilà, l'UP
choisi quelqu'un qui, d'après lui, n'est pas de l'UP, n'est pas de cette formation politique, qui parle du chef de l'État, mais en même temps que l'UP dit, écoutez, vous ne parrainez pas quelqu'un qui ne vient pas d'une formation politique. Et pour lui, déjà, c'est un indice qui ne rassure pas. Si vous devez le rassurer, que lui diriez-vous? Écoutez, il ne faut pas travestir donc les propos ou les intentions de notre parti ou de la déclaration donc du président de l'UP. On n'a jamais dit ce que dit mon vis-à-vis. Vos clarifications, oui. Le parti a dit qu'il ne souhaiterait pas voir donc un député UP ou un maire UP parrainer un candidat qui ne soit porté donc par un parti régulièrement donc à jour vis-à-vis donc des réformes actuelles. Ça, nous ne faisons pas l'amalgame. Ce n'est pas dit, on nous demande de ne pas parrainer un candidat qui sort de nulle part et qui ne soit porté par un parti politique à jour aujourd'hui vis-à-vis des nouvelles réformes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, je suppose, nous avons en dehors de l'UP, le BR, FCBE, les démocrates, nous avons d'autres partis politiques régulièrement constitués aujourd'hui. Je prends l'exemple du PER, par exemple. Si le PER, le PER bien sûr, porte un duo et les investit régulièrement, un maire UP ou un député UP peut le parrainer. Alors, pour faire simple, à travers lui, sa préoccupation, à moins de me tromper, il est là pour rectifier, si ce n'est pas le cas, un certain Rémi Tossou, qui veut être candidat, il ne vient de personne, il vient vous voir et dit « Moi, je veux être candidat parce que j'ai un projet de société, franchement, qui peut mieux révéler le Bénin. » Est-ce que c'est possible pour l'UP de le porter? Non, ce n'est pas possible. Parce que l'objectif majeur même de la réforme du système partisan, c'est de pouvoir laisser donc le privilège aux partis politiques d'animer donc la vie politique. Et par conséquent, que nos élus désormais, en l'occurrence le président de la République, proviennent ou soit l'émanation donc proviennent de l'émanation donc d'un parti politique. Mais aller parrainer quelqu'un comme tel que vous venez de le décrire, Rémi, ce n'est pas possible. Ça sort donc des objectifs donc qui nous ont conduits à depuis un moment à voter ces lois-là, qui sont un ensemble de lois où l'une ne peut pas exister sans l'autre. Je voudrais parler donc de la charte des partis politiques, la loi donc sur le financement des partis politiques, la loi sur le statut des partis de l'opposition, le code électoral et enfin la révision de la Constitution. Alors c'est suffisant l'explication? Non, pas du tout. Bon, mais évidemment, je n'avais pas du tout voulu m'enclencher m'engouffrer dans ce débat, mais en réalité, c'est bien la preuve que, d'une part, nos députés de cette législature ont complètement raté le coche. Comment ça? Ils disent que leur décision vise à faire en sorte que ce soit des gens issus de partis politiques qui prennent la tête de notre pays. Et leur propre parti choisit de soutenir un candidat qui n'est issu d'aucun parti politique. Je veux dire, le président Patrice Talon n'est issu d'aucun parti politique. Vous voulez le comparer à Rémi, mon Et cas? c'est lui maintenant qu'eux soutiennent pour venir animer. Et ils disent, et ils affirment, et disent que c'est ça l'objectif même des réformes. L'objectif est donc d'y rater à partir du moment où ils ont choisi de soutenir un candidat qui n'a issu d'aucun parti politique. Mais honnêtement, je ne veux pas que nous perdions le temps. On va évoluer. Tout à l'heure, vous avez dit tellement d'aspects. Oui, je laisse M. Alassouron évoquer les autres aspects. Tout à fait. Je voudrais me répéter, cher ami. Je n'ai pas parlé de candidat issu. J'ai dit que le candidat soit porté. C'est bien différent. Que le candidat soit peut-être membre fondateur ou non.
Ce n'est pas ça. On dit que le candidat soit porté par un parti politique régulièrement donc, et à jour vis-à-vis donc, des nouvelles réformes. Il y a une différence. Comme c'est un débat clarificatif aussi pour apaiser ceux-là qui s'interrogent. M. Alaossou, il y a tellement de choses à dire par rapport à son intervention, j'imagine. Mais pour vider rapidement cette question, je prends un exemple vivant. Joël Aïvo, il vient, lui, en tant qu'indépendant, il vient taper à vos portes. Quel est le schéma qui lui permet d'avoir votre formulaire? Qu'il est avec lui peut-être le père, PER, l'exemple que vous avez donné, qui vient dire, bon, écoutez, Joël Aïvo, c'est nous notre candidat. C'est la condition pour qu'il ait votre fiche. Ou s'il vient vous voir en tant que Joël Aïvo et dit, bon, Richard, j'ai besoin de votre coup de main. Voici mon projet de société, vous pourrez l'accompagner. Tout à fait. Si et seulement si il est porté par un parti politique. C'est ça. C'est la seule condition aujourd'hui pour ne pas me dérober donc des instructions de mon parti politique. Quand même, je suis issu d'un parti politique. Je suis un député élu donc d'un parti politique. Et le parti a bien dit qu'il ne souhaiterait pas voir donc ses élus, députés ou maires, aller parrainer un candidat qui ne soit porté donc par un parti politique. Si le professeur Joël Aïvo venait me voir sans qu'il ne soit investi officiellement par un parti politique, il me serait difficile à l'étape actuelle de lui offrir donc mon parrainage. On évolue pour une vraie compétition. C'est Abi Salomon qui représente aussi une chapelle politique. Je crois savoir que l'idéal serait de partis aux fondamentaux qui ont permis au chef de l'État, pour une première fois candidat, de l'emporter. Pratiquement une façon de dire, la Constitution de 90. Qu'est-ce que vous lui répondez? Au fait, c'est quand même dommage tout ce qui nous arrive depuis un moment. Et on ne peut pas vouloir continuer à faire toujours les choses de la même manière. Non. Tout évolue dans la vie. Tout est dynamique. Il est vrai, le président a été élu sur des principes que nous connaissons tous. Mais voilà un régime, un gouvernement qui a choisi donc apporter des réformes au niveau donc de notre système partisan. Je crois l'essentiel à faire ou le mieux à faire, c'est de se conformer aux règles en vigueur, aux tests en vigueur, tout simplement. Et le problème est réglé. C'est dommage que nous en soyons là, parce que nous devons aller revoir 2019, qui explique aujourd'hui toutes les contestations que nous observons. Actuellement. La seule chose qui n'a pas pu marcher au niveau de l'ensemble des réformes aujourd'hui, c'est du fait que nous soyons que deux partis politiques de la mouvance à être sur la ligne de départ pour les élections législatives passées. Et dans mon introduction, je l'avais dit que s'il y a des responsabilités donc à partager, on ne peut pas les imputer uniquement à la mouvance présidentielle. Je le dis tout haut depuis ce plateau que tous ces leaders politiques qui se sont déclarés comme appartenir donc à l'opposition avaient des intentions manifestes de ne pas se présenter aux élections législatives. Mieux, nous avons été contraints à nous retrouver seuls pour aller donc à ces élections. Contraints? Je dis bien contraints, parce qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Je dis bien, il y a des non-dits que des leaders au plus haut niveau de l'opposition savent. Mais le peuple, au bas niveau, n'en sait rien. Et le peuple veut bien savoir. Et le peuple est manipulé, juste manipulé. Les intentions, c'était donc
de tordre le cou à l'ordre constitutionnel établi. Richard Losso. Les intentions, je l'avoue, étaient donc d'instaurer l'instabilité, de déclarer un vide juridique, de réclamer les assises et de permettre à un certain nombre de nos compatriotes de revenir encore au pouvoir. C'était ça? Je n'en dirai pas plus. Sinon, au cours de la période, il y a eu des opportunités. Il y a eu Qui n'ont pas été. des moments qui devraient leur permettre donc d'aller aux élections. Je laisse tout tomber et je reprends la situation au niveau du comité paritaire qui avait été formé pour élaborer un texte afin donc de toucher principalement à l'article 80 de la Constitution, repousser de quelques jours le mandat des députés de la 7e législature, permettre donc à la Sénat de réaménager son calendrier, histoire donc que les partis qui n'avaient pas pu se mettre à jour conformément à la loi puissent avoir donc suffisamment du temps pour le faire. Et pendant ce temps, nous serons tous donc sur la ligne de départ pour aller aux élections. Pendant qu'on en est arrivé là, c'est encore la minorité qui demande. C'est elle qui laisse donc la majorité au Parlement, comme quoi elle souhaiterait donc aller consulter la base. Et la délégation de l'opposition était donc conduite par le président Eric Ndoté et l'honorable Garba Yaya, qui a eu donc à faire ses expériences au niveau de la Sénat et qui, d'après ce que nous avions appris dans le temps, et qui aurait été celui-là même qui a essayé de proposer un nouveau calendrier validé donc par le comité. Mais la majorité a attendu jusqu'à une certaine heure, jusqu'à 23 heures, et a été obligée donc de fermer la baraque. Oui, puisque le lendemain, nous allons rentrer donc dans les 6 mois où il ne serait même plus possible donc de toucher aux lois électorales. Donc, ayant perçu ça, les autres aussi ont fermé la baraque et puis c'est parti. Ils ont passé à la vitesse supérieure. Donc, je dis, la loi est impersonnelle. Il n'y a pas une loi pour la mouvance à part et une loi pour l'opposition à part. Important de ce rappel-là que vous venez de faire, il faut le souligner. Mais alors, beaucoup de leçons ont été tirées de ce qui s'est passé. Finalement, c'est vrai, vous l'avez souligné, il n'y avait eu que ces formations qu'on connaît. Mais ce qui est resté au travers de la gorge de bon nombre, ce sont ces décès, malheureusement, et ces dégâts matériels. Aujourd'hui, les appels sont nombreux. Mais la finalité, le point convergent, c'est que le scrutin qui s'annonce soit un scrutin inclusif. Pour ceux qui croient que 2019 risque de se reproduire, qu'avez-vous à le dire pour les rassurer? Tout à fait, vous venez de le souligner tout à l'heure. Il y a eu des morts et c'est le moment pour moi donc de présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées. Et deuxième chose, de dire que à mes compatriotes que plus jamais ça dans notre pays et que quoi qu'il arrive, que nous sommes des Béninois, nous devons nous donner la main, aller surtout au dialogue, échanger et se comprendre. Je vais dire à la jeunesse de savoir prendre parti, de savoir prendre fait et cause pour des hommes politiques, pour des acteurs politiques. Parce que, in fine, ce sont elles seules qui subira donc les conséquences des actes qu'elles auraient posés. Le 1er et le 2 mai, c'est déjà dans notre passé, ça relève déjà de notre passé, et je demande à la jeunesse désormais de savoir prendre parti. Si on doit revendiquer, c'est normal,
c'est le droit de tous nos compatriotes, mais revendiquons dans la légalité. Ce qui s'est passé le 1er et le 2 était hors d'une revendication du peuple. C'était presque une agression. Et pour le scrutin, les indices pour assurer quant à une participation inclusive. Les indices pour rassurer ceux qui continuent de dire non, que le jeu ne sera pas ouvert. Tout à fait, le jeu est déjà ouvert. Et mon vis-à-vis a dit tout à l'heure que l'enthousiasme du peuple, c'est de, je sais pas, c'est de voir les élections festives et tout ça. Mais moi, je lui dis que l'enthousiasme du peuple béninois serait donc de les voir participer aux élections. Et pour ça, nous sommes prêts. Des députés, des maires comme moi ont le courage de se dire qu'ils ne souhaiteraient pas parrainer le président, mais par contre, qu'ils souhaitent les parrainer. Donc vous êtes nombreux à avoir cette posture. Tout à fait, c'est sûr. Okay. C'est sûr, mais le peuple veut les voir plutôt aller aux élections. Salmon Tchabi, voilà le mot, vous l'avez suivi. Un autre développement pour vous qui continuez d'hésiter? Un très long développement. J'apprécie la qualité quand même d'homme, d'humaniste de mon interlocuteur, de mon vis-à-vis. Malheureusement, je constate aussi qu'il fait l'objet, il fait l'objet, disons, d'un embrigadement et d'une instrumentalisation parce qu'il est dans un système, qui le limite. Ah bon? Autrement, ce que je découvre en lui aurait été excellent. Mais vous imaginez, il dit que la responsabilité pour la non-participation de l'opposition aux élections de 2019 était une responsabilité partagée. Très bien. Cette responsabilité est partagée. Seulement qu'il a mal fait le partage au niveau des acteurs. Les responsabilités sont partagées entre ceux qui ont instrumentalisé l'acte administratif de quitus fiscal pour pouvoir torpiller la capacité de certains de nos compatriotes à pouvoir se présenter aux élections. Quitus ou bien du récépissé? Du récépissé fiscal. Il y a ceux-là qui ont une responsabilité. Il y a ceux qui, contre toute loi, ont inventé un certificat de conformité qu'ils ont inséré dans le dispositif quelques jours, quelques semaines juste avant le vote, afin qu'on puisse éliminer et empêcher certains de nos compatriotes d'aller aux élections. Et il y a les autres qui, enfin, assis dans leur bureau, ont réussi à faire le discernement entre les fautes mineures et les fautes majeures. C'est à ces niveaux-là seulement qu'il y a le partage des responsabilités. Vous n'allez pas quand même dire que des gens qui ont fait tous les efforts pour mettre leur dossier, être à jour, que c'est eux qui sont responsables du fait qu'au finish, des éléments ont été mis en place pour qu'on puisse les éliminer. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en train de divertir la population si nous ne nous occupons pas de ce qui est en train de venir. C'est quoi ce qui est en train de venir? C'est qu'aujourd'hui, tout comme en 2019, tout est mis en place pour que nous ayons encore une élection qui exclut la majorité de nos citoyens. Vous mettez quoi? Moi, je n'aurais jamais été heureux à la place de mon collègue, de mon cher ami contradicteur, si j'avais été élu à l'issue d'une élection où la participation n'a pas dépassé 27% officielle. Bien qu'on sache que la réalité était largement de ça. Je ne me serais jamais senti dans ma peau d'être. Et puis, lorsque je les vois aller à l'étranger rencontrer leurs collègues, mais est-ce qu'ils se sentent heureux? Est-ce qu'ils se sentent vraiment à l'aise lorsqu'ils discutent avec les leurs? Moi, j'ai visité des pays étrangers et aujourd'hui, notre pays est tombé très bas. Parce que lorsque je vois des amis qui, il y a quelques années, me recevaient avec admiration, aujourd'hui, me demandaient, mais comment va le Bénin SA? Comment va le PDG? Alors, quel est le budget prévisionnel? Mais lorsque j'entends cela, je suis très consterné. Alors, on parle du scrutin qui s'annonce, vous dites que tout est mis en place. Ce scrutin est complètement vicié, déjà par ce qu'il a dit, c'est-à-dire le parrainage, où c'est eux qui, à travers le parrainage, choisiront le ou les types d'adversaires qui les intéressent. À quel titre
Ils sont outillés pour le faire. Et c'est contraire à toute démarche juridique. Mais, vous voyez, déçu par la démarche, par les démarches politiques à l'intérieur de notre pays, dépassés par la gravité de la situation, de nos compatriotes ont été obligés de recourir à des instances supranationales dont le Bénin reconnaît entièrement la compétence. Et ces instances ont écouté les avocats du Bénin, les représentants du Bénin, et ont écouté nos compatriotes, et en toute indépendance ont tranché. La Cour africaine des droits de l'homme a bien tranché et a dit la Constitution révisée ne tient pas lieu et il faut que le Bénin retourne à la Constitution de 1990 avant toute nouvelle élection. Le Bénin est membre et est normalement soumise parce que les lois supranationales sont supérieures hiérarchiquement aux lois nationales. Et d'ailleurs, j'ai constaté que notre Cour constitutionnelle, pour en tenir compte, depuis que cette décision a été prise, s'est constamment déclarée incompétente pour toute décision qui tendrait à contester cette décision-là. Du coup, il ne nous reste qu'à au moins exécuter ce que la Cour africaine des droits de l'homme a dit, a pris comme décision et à ses injonctions. Et je me souviens, comme si c'était hier, d'un de nos célèbres compatriotes qui a expliqué ce qu'on appelle un État voyou. Il a expliqué que c'est un État qui ne respecte pas les décisions de justice. Moi, je ne souhaite pas que notre pays se comporte comme un État voyou. Et nous en avons la possibilité. Nous avons encore la possibilité de nous comporter comme un État qui n'est pas un État voyou. Je m'imagine, je sais que nous avons la capacité encore d'agir et de faire comme déjà nos parents l'ont fait par le passé pour que nous puissions nous voir, nous discuter. Aujourd'hui, qu'aucune décision de justice ne peut changer la situation. Qu'au niveau législatif, rien n'est plus possible. Les débats ne sont que donc au niveau politique. Et nous n'avons cessé, depuis quelques semaines, d'appeler à des assises pour que nous échangions entre Béninois et que nous trouvions les meilleures formules pour que nous sortions de la situation dans laquelle cette 8e législature, en modifiant de façon insidieuse et nocturne notre constitution, a placé notre pays. Moi, j'ai même l'impression qu'ils ont piégé le chef de l'État en l'amenant cette 8e législature, c'est-à-dire les députés qui sont dans cette assemblée. J'ai la certitude que c'est de façon très consciente qu'ils ont mis les pièges qu'ils ont placés là, en sachant qu'à un moment donné, il y aurait blocage. Sérieusement. Alors, Richard Alossou, vous avez sorti un mot qu'il a sorti aussi. Il y a tellement d'aspects qui sont revenus, des aspects relatifs à 2019. On y reviendra, ne vous en faites pas, on pourra faire d'autres plateaux. Le mot est revenu et que d'autres ont relevé. J'aimerais bien que vous vous prononciez là-dessus. Et on va certainement se séparer, le dialogue. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez sorti aussi le mot tout à l'heure. Votre vis-à-vis, lui, croit savoir qu'il faut impérativement s'asseoir une assise, discuter, pouvoir trancher. L'Assemblée ne pourra pas, la justice ne pourra pas, mais les politiques, oui. Vous en dites quoi? Oui, le dialogue d'abord. Personne ne peut aller contre le dialogue. D'ailleurs, c'est quand on est assis, quand on dépose les cartes sur la table, qu'on peut trouver donc le juste milieu des choses. Ça s'impose avant le 11 avril? Non, pour ma part, ça s'impose pas. Ça s'impose pas parce qu'il n'y a pas un blocage. Il n'y a pas un blocage. S'il y avait un blocage, on pouvait aller aux assises, on pouvait nous asseoir et échanger. Mais nous avons une partie de nos compatriotes a choisi donc de ne pas respecter les tests de la République, les tests en vigueur, des tests qu'on traite de chrysogènes, d'exclusifs et tout ça. Tant qu'ils seront dans ce contexte-là, tant qu'ils verront les lois de cette manière, sous cette posture, ils ne comprendront jamais ce qui se passe. Mon vis-à-vis a parlé donc de la Cour africaine. Mais écoutez, c'est tout comme si on nous livre une guérilla juridique. En 2019, nous avons subi les mêmes choses.
où la Cour a fait des injonctions à notre État souverain. Ces lois sont supra, ces décisions sont supra, d'accord. Mais on ne peut pas, au nom donc des droits de l'homme, rendre justice à un seul individu et paralyser tout un pays, où se trouve donc la pérennité de l'État, la continuité de l'État. Mais non. Si en pleine élection, on nous demande d'arrêter les communales, mais l'État continuerait d'exister, ce n'est pas possible. Alors, par rapport il y a des décisions qu'on peut donner et ces décisions sont applicables. Mais on ne peut pas dire des choses que, dans sa globalité, l'État ne peut pas appliquer. Alors, c'est impossible. Que faut-il faire, Richard Soroux, pour que avril, le 11 prochain, soit une rencontre exceptionnelle en termes de scrutin pour le public? Mais ça va être votre mot de la fin. Ah mais c'est allé très vite là. Très vite, oui, on ne voit pas le temps passer. Ok, donc je vous remercie d'abord et remercie aussi mon vis-à-vis. Et dire tout simplement que depuis votre plateau, je lance un appel à tous mes compatriotes, à tout le peuple béninois, aux partis de l'opposition. Je les rassure à nouveau que le scrutin n'est pas vicié, le scrutin est ouvert. La seule chose qui puisse empêcher un parti politique aujourd'hui de se présenter, ce sont les formulaires de parrainage. Mais nous sommes disposés, entièrement disposés, pour le contexte politique actuel, leur permettre donc d'obtenir les 16 parrainages nécessaires au vu de la loi pour donc se présenter aux élections présidentielles. Et mon dernier mot serait donc un appel à la paix, à toute la jeunesse, qu'elle ne soit pas manipulée, qu'elle reste sereine et qu'elle observe donc les élections qui se passeraient donc dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup, oui, Salomon Tchabi, votre appel à l'endroit du peuple. Je voudrais rassurer les uns et les autres que l'opposition béninoise reste très ouverte à des discussions politiques, à des échanges afin de sortir notre pays des difficultés circonstancielles dans lesquelles l'Assemblée nationale actuelle l'a placé, surtout au regard du fait que le chef de l'État qui a prêté serment le 6 avril 2016 voit son mandat arriver à expiration le 5 avril prochain et que cette Assemblée, justement, pour précipiter notre pays dans des difficultés, a fait en sorte à faire croire au chef de l'État que son mandat pourrait être prorogé au-delà de cette date. Nous restons très ouverts et nous lançons un appel au chef de l'État afin que, de par sa position, il use de tous les moyens, de tous les pouvoirs que la Constitution lui donne pour pouvoir donc prendre les grandes décisions, des décisions courageuses, afin que s'ouvrent des débats, des assises, des échanges qui vont permettre à notre pays de sortir de Monsieur Tchabi Salomon, dans son rang d'appel à un dialogue, Monsieur Tchabi qui croit que les parrains sont offerts, ne vous en faites pas, on reviendra sur le débat. Il y a tellement à dire, vous l'avez compris. Chers téléspectateurs, nous, on se rend disponible pour que les deux se revoient pour notre plateau. Non, avec votre permission, entre le 5 et le 5 et le 6, qui gère le pays? Merci beaucoup, c'est un débat qui a lancé. On reviendra ici pour le faire. Je fausse compagnie sur cette citation de Mark Twain. Le danger, dit-il, ce n'est pas ce qu'on ignore, c'est ce que l'on tient pour certains et qui ne l'est pas. Bonne méditation chez vous. À très bientôt. Merci. If they want to get you, they'll get you.